Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager. Alors, c'est vrai que de temps en temps, à TF1, on le fait parce qu'on a des stages de troisième, de temps en temps, qui viennent. Et il m'arrive de leur faire des exposés aussi sur mon métier. Et c'est toujours passionnant, cet échange. Alors, je pense que vous êtes tous de la région, certainement. Et avec Théo, on va un peu beaucoup même, vous parler. Je vais vous parler de mon métier, vous expliquer la façon dont ça se passe. Et puis, vous aurez aussi, bien évidemment, sans doute des questions à poser. Donc, vous n'hésiterez pas. Donc, ce que je vais peut-être commencer, Théo, c'est par expliquer de façon très terre à terre, si j'ose dire, comment on parle des nuages. À savoir que à TF1, nous travaillons avec Météo France. Donc Météo France, c'est un grand service public. Nous sommes clients de Météo France, donc nous avons un contrat avec eux. Qui dit client dit que nous payons aussi les prestations. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est eux qui nous fournissent toutes les informations. La journée, je vais vous raconter un petit peu comment se passe une journée, parce que des fois on me dit oui, bon alors une météo ça dure 2 minutes 40, donc vous arrivez, vous asseyez devant la caméra et puis ça y est. Pas du tout. En fait, ça commence, je suis à TF1 vers 9h30, 10h moins le quart, parce qu'à partir de 10h, ça commence avec un briefing, ce qu'on appelle un briefing avec les prévisionnistes de Météo France. À Météo France, il y a un pôle média qui est vraiment qui nous est réservé, nous les journalistes et les présentateurs météo, que ce soit radio ou télévision. Et donc c'est un contact permanent tout au long de la journée. Donc à partir de 10h, parce qu'ils ont revu toutes leurs prévisions par rapport aux prévisions de la nuit, donc ils les réactualisent, et avec un briefing, ils m'expliquent ce qui va se passer le matin, l'après-midi, et puis après, les jours suivants. Et donc, à partir de ça, on reçoit des cartes à Météo France, qui sont leurs cartes à eux. D'ailleurs, je crois que j'en ai apporté sous forme de papier, je vous les montrerai tout à l'heure. Et à partir de ces cartes, on fabrique en infographie. Donc avec moi, j'ai 2 infographistes toute la journée à TF1 qui fabriquent toutes les cartes. Ça veut dire que ce qui est important, et vous le voyez aussi, vos parents aussi, c'est que du premier coup d'œil, quand vous regardez un bulletin météo, vous sachiez la météo que vous allez avoir le jour même, l'après-midi ou le lendemain ou le surlendemain ou pendant le week-end, du premier coup d'œil que vous puissiez voir. Donc l'important, c'est la lisibilité des cartes. Et donc ça, ce ne sont pas des petits pictos. Il y a une époque où c'était des petits pictos qui étaient collés comme ça, qui représentaient toujours le même soleil, enfin le soleil certes, mais les mêmes nuages, alors que maintenant, c'est vraiment du graphisme, c'est-à-dire qu'on a les différentes sortes de nuages qui sont représentés, les nuages élevés, les cumulus, les nuages bas, etc. Et les infographistes fabriquent les cartes et je leur dis, tiens, là tu vas me rajouter un tout petit peu de nuages, ou là tu en enlèves un peu, parce que Météo France m'a dit, justement sur le sud du sud-ouest, par exemple, il y aura un petit peu plus de soleil, ou sur la côte et tout ça. Donc c'est de plus en plus précis. Moi, je fais la météo depuis quand même pas mal d'années, quelques décennies, et j'ai vu aussi l'évolution du travail de Météo France. Moi, quand j'ai commencé, on parlait de la météo du lendemain, du surlendemain, point barre. Maintenant, on va à 6 jours. Donc, je pense que pratiquement tout le monde a vu un bulletin météo, au moins une fois. Et donc, vous savez que le soir, par exemple, on fait les jours, on fait jusqu'au 7e jour. Alors, c'est plus une tendance qu'une prévision. C'est pour ça qu'il y a un indice de confiance qui, parfois, n'est pas très élevé. Mais ça, c'est important parce que ça donne une idée aux téléspectateurs du temps qu'ils vont avoir. Et ça, c'est de plus en plus précis au fil des années. Moi, j'ai vu l'évolution. Et puis, il y a des produits, je parle de produits entre guillemets, qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Vous voyez peut-être des fois une masse d'air. Alors, c'est rouge, c'est de l'air chaud
qui remonte, par exemple, ou de l'air froid, comme ça va se passer cette semaine, qui arrive, ce qu'on appelle le Moscou-Paris. Espérons que pour l'instant, ce ne soit que de l'air froid qui arrive. Et donc, c'est de l'air extrêmement froid qui arrive dans un flux nord-est qu'on appelle chez nous la bise. Donc, tout ça, ce sont des détails qui forment le bulletin. Donc, il y a toute la préparation du bulletin. Et puis, après, c'est très minuté le matin parce qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, moi, après, avant le journal de Marie-Sophie Lacaro, le journal de 13h, je vais la voir parce qu'elle commence son journal par la météo, c'est-à-dire la carte de l'après-midi et les températures de l'après-midi. Donc, moi, je lui donne son texte, un texte très succinct de quelques phrases, mais qui veut vraiment dire ce qui va se passer après-midi. Puis après, il y a le maquillage, et puis vous avez sans doute entendu parler du fameux fond vert. On est sur un fond vert, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas les cartes derrière nous, mais on se voit, je me vois dans un récepteur, et finalement, je vois que si je me la mets ici, par exemple, je suis à Biarritz, que si je la mets là, je suis à Tours, en fonction de la carte. C'est un peu comme Mary Poppins, je suis un petit peu comme ça. C'est à moi de voir, de me positionner, mais on ne touche pas vraiment de cartes. Ça, c'est le côté un petit peu technique, si j'ose dire. Et puis l'après-midi, on travaille sur les cartes et les météos que l'on vous présente le soir. Donc c'est ainsi toute la semaine, puisqu'on a plusieurs météos, bien évidemment, dans la journée, et du lundi au dimanche. Ça, c'est différent des émissions qui peuvent être enregistrées. Vous pouvez enregistrer des émissions de jeux, de variété peuvent s'enregistrer pendant une période de 1 mois, par exemple, alors que nous, c'est comme l'info, hein, c'est de l'info, et nous sommes tout le temps présents du matin au soir, avec parfois en plus les vigilances, et des fois les vigilances changent, donc ça c'est important. Et puis notre rôle aussi, nous présentateurs, donc il y a avec moi il y a Louis Bonin, il y a Tatiana Silva, et puis il y a toute une équipe enjenoirée sur la matinale, notre rôle aussi c'est d'informer la rédaction. Alors, quand il se passe un événement, ou qu'il va se passer, par exemple, on me dit attention, demain, tempête sur la Bretagne, l'important, c'est d'aller donner cette information à la rédaction. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils préviennent les journalistes sur place. On a des correspondants sur place, des correspondants régionaux, où on envoie quelqu'un pour anticiper l'événement et pour évidemment pouvoir en parler et pouvoir après faire des images. Donc voilà, ça c'est pratiquement une journée. Comment ça se passe ? Voilà, je voulais un petit peu résumer. Donc oui, peut-être une question. Vous parliez justement de ce travail avec la rédaction, du fait de les informer. Au-delà de la météo quotidienne dont vous avez parlé, il y a aussi peut-être les enjeux climatiques. Marie-Laure l'a évoqué juste avant. Est-ce que tout le service météo a aussi un rôle à jouer justement sur l'information des services info au niveau du climat ? Oui, bien évidemment. Alors, mais c'est aussi notre rôle d'en parler dans les bulletins. Alors, je le dois le dire et je le revendique. Je pense que j'ai été une des toutes premières à parler justement du changement climatique, du réchauffement climatique. Et ça, c'était dans les années 2000. Ça fait 20 ans. 2005, 2006, j'avais sorti un bouquin en 2007. 2007, c'est bon pour la planète. Ouais. Voilà, c'est bon pour la planète. Alors, c'est passionnant d'ailleurs parce que pourquoi il y a 20 ans, et j'ai vu l'évolution au fil des années. Il y a 20 ans, alors tous les ans, on a un forum international de la météo, un festival international qui réunit tous les présentateurs du monde entier. Donc c'est fabuleux parce qu'on peut en plus voir comment les autres travaillent, ça donne aussi des idées. Et alors, pendant ce festival ou ce forum, ça s'appelle un forum maintenant, on a des scientifiques qui viennent faire des exposés. Et il y a 20 ans, c'était en 2004, 2005, des scientifiques nous disent, alors on s'aperçoit quand même de quelque chose depuis le début du XXe siècle et surtout depuis les années 80, avec une remontée de la courbe des températures, mais une remontée très rapide, on n'avait jamais vu ça, et parallèlement une remontée de la courbe du CO2, ce fameux gaz à effet de serre, le gaz carbonique.
Et donc, alors, les scientifiques sont des gens extrêmement prudents. Peut-être, et alors maintenant, ils vous disent le réchauffement climatique est avéré. Mais à cette époque, ils disaient, il nous semble vraiment qu'il y a un problème et qu'il y a un changement, un réchauffement climatique. Alors moi, je me souviens très bien, à la fin de cet exposé, je suis allée les voir et je leur ai dit, écoutez, moi, tous les soirs, j'ai un bulletin météo sur TF1, il y a plusieurs millions de téléspectateurs. Et j'ai envie de justement être votre porte-parole, mais dire, non pas « oh là là, attention », etc., de dire « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Les petits gestes de la vie quotidienne. Et ça a été des petits gestes. Alors, ça a été formidable parce qu'on a fait des réunions avec des scientifiques, avec des climatologues, des prévisionnistes et des météorologues. Et sont sorties ces petites phrases. Alors moi, c'était « c'est bon pour la planète ». Par exemple, 10 km à l'heure en moins, eh ben, c'est 10% d'économie d'énergie et c'est bon pour la planète. C'est aussi bon pour le porte-monnaie. Et là, on en reparle de plus en plus et ressortent justement ces petites phrases d'il y a 20 ans. Mais, alors... Bon, à l'époque, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés, mais vous savez, ça a été très difficile pour moi de faire comprendre ça aux téléspectateurs, parce que d'abord, on n'avait jamais parlé de changement climatique. Et alors, dans un bulletin, je leur disais, bon, bah, demain, par exemple, à Tours, il faisait frais aujourd'hui, mais demain, vous aurez 5 degrés de plus. Et à la fin du bulletin, je leur disais, vous savez, les scientifiques disent que d'ici la fin du siècle, les températures vont augmenter de 1,5 degré. Alors on me disait, mais 1,5 degré, on ne se rendait pas compte du tout de ce que ça voulait dire. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas au pied du mur, parce qu'on ne voyait pas les conséquences. Maintenant, on les voit avec ces fortes pluies, avec ces événements de plus en plus puissants. Alors justement, ce que l'on disait, et j'en parlais dans le journal de 20h la semaine dernière, avec ces très fortes pluies que l'on a parfois, les phénomènes ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus puissants. Et c'est ça, justement, le danger de changement climatique. Et en 2014, quelques années après, il y a eu... Alors, il devait y avoir en 2015 la COP. Ce qu'on appelle la COP, c'était la COP 21. C'est-à-dire, ce sont des scientifiques qui se réunissent, justement, pour parler des problèmes de changement climatique. Et donc, ça devait se passer à Paris. Et quelques mois avant, l'OMM, c'est-à-dire c'est l'Organisation météorologique mondiale, comme il y a l'OMS pour la santé, là il y a pour la météorologie, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin en cas de canicule que serait un jour de août 2050. On était en 2014. Et l'OMM m'avait demandé, j'en avais été très fière, de le faire pour la France. Donc j'ai appelé Météo France, je leur ai dit, voilà, il faut que je fasse ce bulletin. Est-ce que vous projetez déjà ? Mais ils me disent, oui, bien sûr, on fait des projections sur 2050. Ils m'ont sorti un bulletin, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs. Ils me disent, bah tiens, voilà, on va te donner la carte avec 43 degrés à Nîmes, 40 degrés à Paris. On était en 2014. Je leur dis, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? 40 degrés. Alors ça, sont des températures prévues en période de canicule, mais à l'ombre, pas en plein soleil. Et ils me disent, bah, nous, c'est ce qu'on prévoit. Et figurez-vous que tout ceci, on l'a déjà dépassé. C'est-à-dire que pendant les étés 2018-2019, on a eu à Paris 42 degrés 3, record absolu. Et ça, c'est un mot que l'on emploie de plus en plus dans les bulletins météo. Record. Moi, quand j'ai démarré la présentation à météo, record absolu, non. Il y avait record d'une journée, record mensuel, record annuel. Absolu, ça veut dire qu'il n'avait jamais fait aussi chaud, par exemple à Paris, tout mois et toute année confondue. On a battu un record absolu de 43,6 degrés à Vérargues dans l'Hérault, toujours 2018-2019. Donc tout ça, maintenant, on est malheureusement dans ce problème de changement climatique, de réchauffement climatique. Et j'ai refait un bulletin d'ailleurs en 2022.
et les températures ont beaucoup augmenté. Les prévisions pour 2050, alors moins sur les régions de l'Est, mais sur les régions de l'Ouest, comme en Bretagne. Bretagne, 40 degrés, on les a déjà eus en été. Incroyable, mais voilà. Donc tout ça, ça fait aussi partie de mon travail de présentateur météo et aussi pour la météorologie et la climatologie. On parle justement des programmes ou ce que vous mettez en place en fait pour un peu sensibiliser. Est-ce que votre présentation, la façon dont vous écrivez vos textes pour la météo a changé? On parlait des températures. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, avoir 30 degrés en octobre ou en novembre, on le présenterait peut-être pas de la même manière qu'on l'aurait présenté il y a quelques années, sans forcément avoir ces conséquences-là en tête. Est-ce qu'il y a ce changement-là aussi dans le vocabulaire utilisé? Alors, dans le vocabulaire, il faut faire attention. Ce n'est pas effrayer, ce n'est pas paniquer, c'est faire prendre conscience. Et c'est ça l'important. Donc, si vous voulez, moi en plus, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, il faut avoir le côté, alors entre guillemets, positif. Ça veut dire, on ne va pas rester dans notre coin, mais qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle? Moi, en 2014, quand j'ai commencé à faire, en 2005, quand j'ai commencé à faire ces petits c'est bon pour la planète, mais les gens me disaient, bon, mais attendez, moi, dans mon coin, ça va rien changer si je fais attention, je roule un petit peu moins. Je dis, oui, mais vous savez, les petites rivières font les grands fleuves. Et finalement, vous, plus vous, plus vous, plus vous, ben c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, il est vrai que le problème, c'est que c'est à l'échelle mondiale et que c'est aussi à l'échelle des États et que politiquement, c'est très compliqué parce que vous avez des pays en voie de développement, c'est difficile de leur dire attention à la consommation. Donc, voilà, c'est un phénomène très complexe, mais je peux vous dire, et moi je le vis tous les jours, qu'on est vraiment au pied du mur et que voilà. Et vous savez, moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans les reportages, dans les journaux de TF1, quand il y a des phénomènes comme ça, il y a une phrase qui revient souvent des gens, des autochtones, c'est « on n'a jamais vu ça ». Et encore, il y a 2-3 jours, avec de très fortes précipitations et tout ça, notamment sur l'Espagne aussi, on n'a jamais vu ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être une autre... vous êtes aussi chef du service de la météo de LCI. Est-ce qu'on travaille différemment en chaîne d'information en continu qu'en chaîne comme TF1 où il y a deux bulletins par jour, notamment sur ces questions-là, à la fois de la météo et peut-être aussi du climat? Oui, bien sûr, c'est tout à fait différent parce qu'une chaîne d'info, la météo, c'est de l'info. Donc les bulletins sont beaucoup plus fréquents, il y en a un pratiquement toutes les heures, surtout dans les matinales et sur la matinale de TF1 aussi. Maintenant, depuis un an, un peu plus d'un an, nous avons une matinale avec Ange Noiret, qui est excellent d'ailleurs. Alors, Ange Noiret, je fais une petite parenthèse. Ange Noiret, alors, il présente la météo chez nous, mais c'est un météorologue, un prévisionniste. C'est ça qui fait de temps en temps la différence. C'est-à-dire que Ange, il était météorologue et, s'il vous plaît, à l'armée et pour l'armée aérienne. Donc, c'est vous dire, pour faire voler les avions et savoir la météo qu'ils allaient avoir, s'ils n'allaient pas rentrer dans un endroit tempétueux et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que, il s'y connaît très, très bien. Mais, en plus, dans les matinales, comme sur LCI, par exemple, qui est une chaîne d'infos en continu, les bulletins, c'est quasiment tous les heures. Un petit peu moins l'après-midi, un petit peu moins le soir, parce qu'il y a des émissions plus longues, des émissions d'information. Mais voilà. Alors donc, c'est une façon quand même différente de travailler, parce que souvent... Alors, moi, le midi, je suis en direct. Donc, je passe après le journal de Marie-Sophie Lacaro. Généralement, c'est sur 2 minutes. Si le journal est un peu plus court, je récupère un peu de temps, ce qui est toujours très bien d'ailleurs, parce que c'est très court, 2 minutes. Et puis le soir, on a une météo à TF1 avant le journal et après le journal. Donc 2h45, 2 minutes. Alors ça, c'est enregistré. Pourquoi ? Parce que la météo se fait sur le même plateau que le journal, avec les mêmes équipes. Et vous avez dû remarquer, la météo avant le 20h est
collé aux 20 heures. Donc techniquement, c'est impossible avec les mêmes caméras d'enchaîner et la météo et le début du journal. Donc c'est enregistré. Et avant le journal, j'ai 2 minutes. Mais si je déborde de 4 secondes, je dois recommencer. Parce que vous savez, il faut que le journal parte pile à l'heure. Donc, on a ce qu'on appelle un chef de chaîne qui est responsable de toute la mise des programmes à l'antenne. Moi, je l'appelle un peu le chef de gare parce qu'il faut que tout parte à l'heure. Et ça, c'est ça qui est très difficile parce que quand vous avez des vigilances, quand vous avez plein d'informations à donner, qu'il y a des orages, qu'il y a de la pluie, qu'il y a du vent, que les cartes sont chargées, l'important, c'est, en plus, trop d'infos tue l'info. Donc, il faut... La chance qu'on a par rapport à la radio, c'est qu'on a l'image. Donc ça, c'est sûr, parce qu'à la radio, si vous parlez pas d'une région, ben, les gens savent pas le temps qu'ils vont avoir. Mais c'est très complexe de faire un bulletin court, concis et où on n'oublie personne. Vous parliez justement des connaissances que vous avez acquises au fur et à mesure de votre engagement pour le climat. Dange Noiret, qui lui est climatologue, enfin en tout cas prévisionniste, est-ce qu'on a besoin justement d'avoir énormément de connaissances sur la météo pour pouvoir présenter un bulletin, comme vous le disiez, concis, clair, ou au contraire, le fait finalement d'être un peu extérieur permet de peut-être plus facilement vulgariser? Alors, bonne question, parce que justement... Louis Baudin, lui, il avait travaillé à Météo France, il est météorologue. Moi, je ne l'étais pas. J'avais commencé ma carrière à TF1 sur d'autres émissions, des émissions de consommation, entre autres. Et en revanche, je suis incapable de faire des prévisions. Ça, c'est un prévisionniste, un météorologue. En revanche, avant de commencer, j'ai passé un mois où tous les matins, j'étais à Météo France pour apprendre les rudiments de la météo. Pour bien en parler, il faut comprendre. Donc, on a des documents qui sont très techniques. Je sais les lire, mais je serais incapable de les faire. Ça, c'est le prévisionniste. En revanche, je comprends parfaitement les phénomènes, je peux anticiper, enfin comprendre ce qui se passe et pourquoi on est dans un flux de sud, ce qui va se passer, etc. Donc ça, c'est quand même important. Moi, j'ai fait un stage pendant un mois. Tous les matins, j'étais à Météo France et tous les après-midi, j'étais sur le plateau. On parle d'un fond vert maintenant, mais à l'époque, c'était un fond bleu. D'abord, pour savoir comment fabriquer les cartes par rapport à ce que nous donnait Météo France, et puis après aussi s'habituer à ce fameux fond bleu où on est un petit peu dans l'espace. On parle justement des textes, du fait de connaître et de savoir d'écrire ces textes. Vous évoquiez le fait que certains pensent que vous arrivez sur le fond vert, vous lisez un texte qu'on vous a écrit. Est-ce que justement c'est important aussi pour vous, à travers aussi cette intervention-là, de dire que finalement la météo c'est aussi du journalisme, et c'est faire passer une information de manière claire et concise? Absolument. Et alors, personne ne nous écrit les textes. Ça, c'est évident. Bon, alors... Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle un prompteur, c'est-à-dire que dans une caméra, vous avez comme un écran avec le texte. Et parfois, les présentateurs des journaux, pas tous, mais certains en ont. Nous, il n'est pas question, bien évidemment, d'avoir un prompteur, d'abord parce qu'on bouge constamment. Et puis, ce que je vous disais, après le journal de Marie-Sophie Lacaro, comme la météo est en direct, à la fin du journal, le fameux chef de chaîne, que j'appelle chef de gare, me dit « Bon, écoute, au lieu de 2 minutes, j'ai un peu de temps, je te donne 2 minutes 20, ou je te donne 2 minutes 40, ou alors, surtout, tu ne débordes pas. » Donc, il est évident que quand on vous rajoute 20, 30 secondes, parfois plus, un texte écrit, ça n'irait pas. Et moi, je dis, on a un support extraordinaire. En fait, on raconte une histoire. J'ai une carte, et puis je vous raconte l'histoire de ce qui va se passer chez vous, que vous soyez en Touraine, en Bretagne, en Normandie ou sur la Côte d'Azur. Et ça, c'est intéressant, c'est passionnant. Alors, il faut dire que j'ai en tête ce qu'on appelle un petit chapeau dans notre langage de journaliste, c'est-à-dire une phrase de lancement, une petite accroche, voilà. Et puis après, voilà, je raconte une histoire et en fonction du temps
que j'ai, je peux rajouter quelques températures ou pas. Mais c'est ça aussi l'intérêt du métier. Et puis, il nous arrive aussi d'aller sur les plateaux du 13h, du 20h, lorsque un phénomène, justement, se produit, pour l'expliquer. Et là, c'est beaucoup plus écrit, j'imagine, quand c'est en plateau et où on doit présenter quelque chose? Alors, c'est vrai que les journalistes écrivent. Moi, j'avoue que je n'écris pas. On me dit, t'as un texte, t'as pas Sopran? Non, pas du tout. Mais on répète avec l'équipe et avec le réalisateur. Donc, parce que, bon, un plateau, c'est 50 secondes, par exemple, 45 secondes, 50 secondes. Donc, moi, j'ai en tête ce que je vais dire. Après, c'est une question d'habitude, hein. On a tellement l'habitude de le faire tous les jours. Et voilà. Alors, c'est vrai que certains journalistes ont un texte, les présentateurs notamment, complètement écrit. Mais ça, c'est un petit peu normal, parce qu'ils passent d'un sujet à l'autre. Alors que moi, je suis vraiment dans mon sujet. Justement, on parlait de la préparation de la météo, du découpage de votre journée avec les bilans avec les météorologues de Météo France. Est-ce que justement, vous parliez de raconter une histoire, combien de temps ça prend pour vous justement de vous faire cette petite histoire et de se dire, bah voilà, je vais dire à peu près ça, même si vous ne l'écrivez pas. Combien de temps ça vous prend justement la météo le matin notamment et le soir? C'est difficile à dire parce que c'est un tout. C'est la préparation. Et puis vous savez, quand j'ai devant moi les cartes de Météo France et que je vais voir les infographistes et je leur dis, ben voilà, là, alors on a des codes, c'est un peu des chiffres et des lettres, les nuages ce sont des lettres, donc le C c'est des nuages, des petits cumulus, le H c'est des nuages noirs, enfin voilà. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, moi je travaille là-dessus, mais ça se fait tout seul finalement mon bulletin, parce que au fil des cartes que je vois, après c'est aussi une question d'habitude, mais je sais là où je vais devoir mettre le plus de poids, parce que là, attention, vous allez avoir des vents violents ou comme ça. Donc, c'est presque une évidence pour moi, au fil des minutes et des heures qui passent dans la matinée, où le bulletin se construit naturellement. Il se construit en même temps que l'infographie. Justement, vous l'avez dit, vous avez commencé la météo il y a quelques décennies, vous avez l'expérience maintenant. Est-ce qu'au début, il y avait peut-être plus de notes où on se disait justement pour avoir peut-être plus de sécurité quand on débute Ah oui, alors plus de sécurité, je vais vous dire pourquoi. Surtout pour les températures. Parce que les températures, ce sont des petits points qui représentent les villes. Il y en a plein. Et donc, pour pas se tromper, il faut pas dire Orléans à la place de Tours, parce que sinon ça le ferait pas. Et donc, au début, moi, je faisais surtout les côtes, parce que c'était plus facile de se repérer. C'était plus facile de parler de Brest que de parler de Rennes ou d'Alençon, par exemple. Voilà. Et donc, oui, au début, il y a quand même c'est un peu complexe, surtout quand on est en direct. Oui, et j'ai une autre question, c'est aussi, est-ce que vous imaginiez, quand vous êtes entrée justement dans le journalisme de télévision, terminer justement présentatrice météo, c'est quelque chose que vous aviez envisagé à un moment donné ou pas du tout, ça s'est fait naturellement? Alors, vous savez, c'est un petit peu l'aventure dans nos métiers, enfin l'aventure entre guillemets. J'ai présenté dans les années 80 une émission qui s'appelait La Maison de TF1, où on faisait du jardinage, du bricolage, etc., etc. Après, j'ai présenté des émissions de consommation. Moi, ce qui me passionnait, ça a toujours été le journalisme. Quand j'ai commencé très jeune dans ce métier, il n'y avait pas trop de place pour les femmes, comme au jour d'aujourd'hui pour l'info, pour le journalisme, mais l'info vraiment. Et puis, ça a été un petit peu un coup de chance, parce qu'il y avait un présentateur météo chez nous qui s'appelait Michel Cardos, qui avait des grandes moustaches. Les plus anciens s'en souviennent peut-être. Et puis du jour au lendemain, il est reparti dans son Gers natal, et il y avait une place à prendre à la météo. Donc moi, j'ai proposé ma candidature, parce que il faut savoir que la météo fait partie de la rédaction.
Donc pour moi, ça y est, c'était un pied dans la rédaction du journaliste et pour moi, c'était fabuleux. Et donc j'ai proposé ma candidature et c'est là où justement la direction m'a dit, écoute, tu vas faire pendant 1 mois ce dont je vous parlais, à Météo France, un stage pour voir si tu arrives à bien parler de la météo. L'après-midi, le fond bleu. Et puis après, on te dit oui ou non. Et c'était en plein été, je me souviens, puisqu'il est parti juste avant l'été, Michel Cardoz. À l'époque, il y avait Alain Gillot-Pétré. Et donc, j'ai fait ce stage, entre guillemets, avec Alain pendant tout le mois d'août. Et en septembre, ça y est, c'est parti. C'est comme ça que j'ai démarré. Et aujourd'hui, vous êtes chef du service du coup météo de TF1, chef du service du météo de SCI. En quoi consiste votre rôle? On sait que vous êtes passé aussi à l'antenne, mais en quoi consiste le rôle finalement de chef de service à TF1 du service météo? Alors, c'est responsable des équipes, bien évidemment, aussi des plannings, savoir comment ça fonctionne. Et puis ma responsabilité aussi, c'est l'évolution des bulletins. C'est-à-dire que quand je vois un bulletin d'il y a quelques années, alors il y a eu d'ailleurs pour les 50 ans de TF1, on a remis à l'antenne un bulletin. C'était impressionnant. Moi, je me souvenais même plus. Les cartes, il y avait 3, 4 villes, 5 villes, 6 villes, pas plus. Et puis c'était, mais vraiment très, très, très précaire cette météo. Et là, grâce aussi à Météo France, qui a fait beaucoup d'évolution dans ces météos, dans ces prévisions, eh bien, ça a énormément bougé, évolué. Et ça, c'est mon rôle aussi. C'est d'aller, je vais faire un petit peu mon marché. Parce que maintenant, il y a avec tout ce qui est informatique et tout, il y a des sociétés qui proposent des logiciels, justement, pour pouvoir faire et fabriquer ces météos. Donc, c'est un peu un travail tripartite. Météo France, TF1, les infographistes, et puis des sociétés de logiciels. On achète ces logiciels et puis après, on insère les données de Météo France, qui nous les envoie par data, par exemple toutes les images du satellite et tout ça, et les infographistes, et toute l'équipe technique aussi. Donc ça, c'est aussi mon rôle de faire évoluer les bulletins. On travaille beaucoup en ce moment aussi sur l'évolution. Alors moi, je dis toujours évolution, mais pas révolution, parce que les gens ont besoin de repères, et c'est pas de changer complètement un bulletin du jour au lendemain, c'est d'apporter des touches en plus. Et c'est ça qui est important. Et on le fait aussi, quand j'ai commencé, c'est ce que je vous disais, on faisait la météo pour le jour même, le lendemain, le surlendemain, point barre. On n'allait pas plus loin. Maintenant, on va à 6, 7 jours, avec une tendance plutôt qu'une prévision. Mais tout ça, c'est aussi mon rôle de voir l'évolution, de travailler avec les équipes techniques, avec les équipes artistiques. On travaille actuellement encore, et j'ai fait des pilotes avant-hier, c'est pour vous dire, c'était jeudi, sur de futurs bulletins météo aussi. On parle de l'évolution des formats, on a un public jeune aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi cette réflexion de peut-être faire d'autres programmes, des pastilles pour le site, les réseaux? Est-ce que c'est aussi votre rôle? Oui, bien évidemment. Et puis, avec la réalité augmentée, on fait aussi maintenant des sujets pour les journaux. Alors ça, ce sont des sujets qui sont beaucoup plus longs, qui font 8-9 minutes, avec un journaliste de chez nous qui s'appelle Yannick Ezard, qui est formidable. Et on a fait 3 ou 4. Alors c'est un travail énorme. Ça demande des semaines de travail, notamment pour les infographistes, parce que on est en réalité augmentée. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu dernièrement un reportage sur justement, par rapport au changement climatique, le réchauffement climatique, là où on avait parfois dépassé justement les limites. Par exemple, la forêt. Moi, je me suis retrouvée, j'étais dans une forêt amazonienne, alors évidemment, c'était avec la réalité augmentée, pour expliquer la raison pour laquelle, avec les coupes d'arbres en Amazonie notamment qui ont été faites, pourquoi ça ne capture plus le CO2 et ça impacte justement notre planète par rapport à ce réchauffement climatique, les océans qui se réchauffent, etc., etc. Et donc ça aussi, en dehors des bulletins,
il y a aussi, et ça on le fait de plus en plus, ce genre de reportages beaucoup plus longs, mais qui peuvent faire comprendre aux téléspectateurs et aux jeunes aussi l'évolution et le changement ce changement climatique. Donc c'est un très gros enjeu de pédagogie aussi auprès du téléspectateur. Énorme enjeu de pédagogie de plus. Alors, c'est pas de faire la leçon, bien évidemment. C'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire. Non, c'est d'informer. Et puis, on est au pied du mur, on le voit. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y aura pas forcément davantage d'événements climatiques dangereux, mais ils seront beaucoup plus... Ils seront pas forcément plus nombreux, mais beaucoup plus intenses. Et ça, on le voit de plus en plus. Et malheureusement, là, ça ne va malheureusement pas s'inverser. On parle beaucoup, 2100, 4 degrés en plus. Maintenant, il y a beaucoup d'articles qui sont parus d'ailleurs depuis 2-3 jours à ce propos. Et justement, je reviens sur ça parce que vous aviez parlé du travail avec les scientifiques. Est-ce que le travail aussi, il est quotidien avec les scientifiques, de lire aussi ce qui se fait dans la presse scientifique, dans la presse aussi spécialisée, et un contact aussi régulier avec des scientifiques qui travaillent sur le climat, le GIEC notamment, avec son fameux rapport? Bien évidemment. Alors, il y a les membres du GIEC. Moi, je travaille depuis des années avec certaines personnes, Jean Jouzel, Hervé Letreut, qui sont d'éminents scientifiques, avec l'ADEME aussi, ça c'est évident. Et puis ces rapports Copernicus qui nous donnent des rapports, alors ça sont des sociétés ou des associations, mais qui ont des rapports maintenant extrêmement précis, important, et moi je m'en sers aussi dans mes bulletins pour notre séquence Notre planète, et ne serait-ce que de ce qui se passe aussi chez nous en France. Par exemple, on a eu un mois de janvier particulièrement pluvieux, un mois de février un peu plus sec, mais on est dans des extrêmes aussi. Je pense qu'on peut peut-être laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Evelyne Delia éventuellement? N'hésitez pas à lever la main et un micro vous sera apporté. Bonjour. Bonjour. C'est cool. Du coup, moi j'avais une question sur un truc qu'on n'a pas trop abordé, mais du coup, comment vous, à TF1, du coup, vous faites pour vous démarquer des autres manières d'avoir accès à la météo? Je pense notamment au téléphone et tout. Enfin, on est tous tout le temps sur notre téléphone à regarder la météo. Donc, comment vous continuez de donner envie aux gens de regarder la météo? Et puis une question un peu plus personnelle, comment après toutes ces années du coup que vous avez passées, vous êtes encore hyper contente et passionnée de ce que vous faites? Voilà. Bon, alors déjà très bonne question à propos des réseaux sociaux, et ça je vais vous dire, je l'ai vécu parce que quand j'ai commencé à faire de la météo, il y avait pas du tout il y avait pas de téléphone où on voyait. Si vous voulez, le problème, c'est que le jour où j'ai commencé à voir que vous pouviez taper le nom de votre ville, à la limite de votre village, et que on vous disait dans 1 heure vous allez avoir de la pluie, ou alors ça va durer tant de temps et tant, je me suis dit mais nous on a 2-3 bulletins par jour, mais c'est fini, c'est la mort de nos bulletins météo, et pas du tout. Au contraire, ça les a renforcés. Et souvent, quand je parle avec des gens que je rencontre ou dans la rue, ils me disent mais non. Je leur dis mais vous regardez? Oui. Alors ils me disent, vous savez, vous allez sur un site, vous allez sur un autre, c'est pas la même chose. Alors nous, on a besoin de crédibilité, et ce sont vos bulletins. On sait que vous travaillez avec Météo France, et nous on a besoin de ça. Et puis en plus, c'est un contact que l'on n'a pas forcément sur nos téléphones. Et pour répondre à votre autre question, oui, c'est vrai. Moi, de temps en temps, je suis tombée dans la marmite. C'est passionnant. C'est jamais la même chose. Et puis en plus, il y a l'évolution avec ce changement climatique auquel je m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de rencontres avec justement les scientifiques. On se connaît bien maintenant, et ça c'est vraiment au contraire. Je trouve que c'est de plus en plus passionnant. J'ai presque envie de dire malheureusement, parce que c'est dû aussi à ce changement climatique et ce réchauffement climatique, mais c'est là où
on puise aussi beaucoup d'informations auprès des scientifiques. Moi, je dis souvent, un bulletin météo, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Vous avez le bulletin météo, mais tout ce qui est en dessous, c'est énorme. Comme un iceberg, c'est quoi? C'est le travail quotidien avec toutes les équipes de TF1, c'est le travail avec les météorologues, avec les scientifiques, et c'est ça qui est passionnant et qui fait qu'on est passionné par son travail. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous pourrez répondre, parce que vous dites que vous n'êtes pas scientifique, à vrai dire. Comment est-ce que la météo, elle est prédite, en fait, tout simplement? Ah, oui, bonne question. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont différents instruments, si j'ose dire. Alors, il y a, par exemple, à travers la France, il y a une multitude de stations régionales. Donc, avec des appareils qui permettent de mesurer l'hydrométrie, qui permettent de mesurer les températures au sol. Vous avez des ballons sondes aussi, vous avez des bateaux qui donnent des informations et tout. Alors, Météo France, à Paris, c'est un bureau régional. Météo France est à Toulouse. Ils ont des ordinateurs. Vous avez une machine d'ordinateur. Alors, je crois que l'ordinateur, il doit aller de là 2 fois d'ici à là, qui travaille et qui enregistre un certain nombre de données et qui sortent des milliers d'informations à la seconde. Et donc, après, les prévisionnistes... Donc, tout ça, c'est quand même très technique aussi. Et après, il y a quand même la patte du prévisionniste qu'il donne. Alors, vous avez les prévisionnistes qui sont régionaux. Par exemple, moi, il m'est arrivé encore avant-hier, non, c'était hier même, à propos de la neige, risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Le prévisionniste de TF1, avec qui je travaille, me dit « Attends, je vais appeler le prévisionniste local, il va me dire ce qu'il en est, etc. » Oui, on déclenche le risque d'avalanche. Alors, ce n'était pas une vigilance, parce que c'était 4 sur 5, mais on le met sur la carte et tout. Donc ça, c'est un travail en permanence aussi, et c'est comme ça qu'ils fabriquent aussi les bulletins. Mais vous savez, les prévisionnistes, ce sont des bacs +5, +6, sont des études incroyables. Mais c'est vrai que c'est fascinant de se dire... Comment peut-on prédire le temps, prévoir le temps? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Et l'on voit que, techniquement, quand même, avec les ordinateurs... Alors, il y a l'intelligence artificielle. Ça, c'est plus compliqué. Parce que, justement, Météo France a une petite bévue à propos de l'intelligence artificielle. Ça doit remonter de cela à 1 mois à peu près. Alors, c'était sur leur site... où ils avaient mis de la neige et à cet endroit 10 degrés. Donc quelqu'un a dit Ils avaient fait une expérience avec l'intelligence artificielle. Il est évident qu'à 10 degrés, vous avez de la pluie, vous n'avez pas de la neige. Bon. Et du coup, moi j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit Ah mais dites donc, vous avez vu alors vous aussi, vous travaillez avec l'intelligence artificielle et vous pouvez vous tromper. Alors pas du tout, on était d'ailleurs dans une réunion avec des journalistes et des prévisionnistes de Météo France qui travaillent avec moi et qu'on dit non, pas du tout, c'est nous qui faisons, nous on ne travaille pas avec l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est donné aux médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, la télévision, c'est nous qui faisons les prévisions par rapport à toutes les informations qui nous sont données, et notamment par les ordinateurs, mais c'est eux après qui font les prévisions. D'autres questions sur la gauche, là-bas aussi? Pourquoi avez-vous choisi TF1 ? Bonne question. Alors, vous savez, il y avait un slogan il y a quelques années qui disait « Il n'y en a qu'une, c'est la une ». Et pour moi, c'est un peu mon slogan. Une fois, j'ai dit à un journaliste, une fois, ça fait pas très longtemps d'ailleurs, parce que c'était pour le Parisien, où on faisait une rencontre avec... c'était il y a 2-3 mois, on était avec... Anne-Claire Coudray, il y avait Denis Brognard aussi, on était 3 ou 4 de TF1, et on faisait une rencontre
avec les lecteurs du Parisien. Et justement, j'ai eu cette question, mais alors TF1, etc. Et j'ai dit, vous savez, moi je suis un peu comme E.T., c'est maison. Et c'est vrai que j'ai démarré il y a très longtemps ma carrière. C'était, à l'époque encore, c'était même pas TF1, c'était l'ORTF, c'est pour vous dire. Et c'était la première chaîne de télévision. Il y avait 2 chaînes, après il y en avait 3. J'ai toujours travaillé sur la première chaîne. Après, on fêtait cette année les 50 ans de TF1, parce qu'il y a 50 ans, c'est devenu TF1. C'était plus, on disait plus la une ou la première chaîne, on disait TF1 et on disait Antenne 2. Et puis en 87, ça a été privatisé, c'est resté TF1, mais c'était plus service public. Et donc moi j'ai toujours eu, je crois, la chance d'être aussi au bon moment. Je dis toujours, ma carrière, j'ai jamais dit je veux prendre la place de quelqu'un, mais j'ai toujours eu la chance d'être un petit peu là au bon moment. J'ai commencé ma carrière avec un métier qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait présentatrice des programmes, speakerine. Et maintenant, c'est remplacé par les bandes annonces, et Dieu sait si c'est très bien les bandes annonces. Et après, j'ai fait une émission qui s'appelait La Maison de TF1 dans les années 80. Après, j'ai fait des émissions de consommation. Et après, je suis arrivée à la météo. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait une place, Michel Cardoz qui partait, et j'ai proposé ma candidature. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une... Alors, c'est beaucoup de travail, hein, c'est de la remise en question. Moi, je me remets tous les jours en question. Hein. Je me dis, rien n'est jamais acquis. Et puis, je regarde aussi ce que font les autres chaînes. Il faut dire qu'on est beaucoup copié, donc c'est très bien quand on voit les cartes des autres chaînes. Mais voilà, c'est ça. Et je vous dis, c'est ma maison et je suis bien. Il faut dire, et je le dis pas du tout par flagornerie ou quoi que ce soit, mais à TF1, on travaille dans de très bonnes conditions. Pourquoi ? Alors on travaille, c'est évident, il y a du travail, hein, il faut être là, et puis les émissions, il faut qu'elles se fassent, il faut que l'info travaille, mais dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que quand on prouve, moi, il m'est arrivé qu'on me dise, peut-être que 2 infographistes, peut-être que 1, on fait des écoles. Et à partir du moment où je dis, voilà, ce que je fais avec les infographies, j'en ai besoin de 2, ok, aucun problème, 2 infographistes. Donc, et c'est ça qui est formidable, et avec des équipes motivées. Moi, j'avoue, quand j'arrive avec les infographistes, ils sont heureux. Même de temps en temps, ils me disent, tiens, et si on faisait ça ? Et si on prenait telle image ? Ou comme ça. Et c'est ça qui est formidable et qui vous motive aussi à travailler, à vous lever tous les jours. Et tous les matins, je suis ravie quand j'arrive au bureau. Puis il faut dire qu'on a de très bonnes équipes, on est bien entourés. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Quels sont les inconvénients de votre métier ? Bonne question. Alors, je ne parlerai pas d'inconvénients, je parlerai, disons, d'obligation de responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, moi je vous ai dit, j'ai une longue carrière, donc avant, dans la rue, « Ah, bonjour Evelyne, est-ce que vous pouvez me faire un petit autographe ?» Ok. Maintenant, c'est quoi ? « Ah, bonjour, est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Donc, ça veut dire quoi ? Et moi, je ne les refuse pas, c'est normal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on est en représentation quasi permanente. Et c'est vrai que quand je vais chercher mon pain chez le boulanger, il faut que je représente TF1, je représente mon métier. Ça veut dire que c'est une certaine contrainte, entre guillemets, j'appelle pas ça un inconvénient, j'appelle ça une contrainte, mais normale, et que j'assume. Sinon, je me dis, il faut que je fasse autre chose. Donc, c'est les inconvénients. Alors, ce ne sont pas des inconvénients, si vous voulez. C'est de se dire, il faut être à l'heure, respect. Donc, c'est plus des contraintes tout à fait normales par rapport au métier. Si vous voulez, c'est pas de se dire, si je vais pas travailler aujourd'hui, c'est pas grave, le travail, je le ferai demain. Si j'y suis pas, il n'y a pas de météo, donc il faut qu'il y ait un de mes collègues. Et c'est ça aussi qui est important, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, une météo, ça s'enregistre pas pour 8 jours. On n'a pas encore trouvé le système pour faire ça. C'est au jour le jour. Donc ça, c'est aussi une contrainte, c'est évident. C'est d'être là en permanence, de faire abstraction des soucis. On est tous des humains, hein, donc on a tous des soucis dans sa vie privée. À un moment donné, il faut laisser ça au vestiaire, en faire abstraction. Voilà, surtout.
Bonjour. Allons-y. Alors, moi, je voulais savoir, lorsque vous créez une émission, enfin, quand vous présentez un bulletin météo, est-ce que vous avez en tête ou un objectif que vous passez un moment privilégié ou que vous essayez de mettre à l'aise vos téléspectateurs? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que malgré votre emploi du temps chargé, à la fin de cette conférence, est-ce qu'il est possible de faire une interview pour un média lycéen de jeunes, si c'est possible bien évidemment, c'est que des jeunes qui veulent devenir de futurs journalistes. Voilà. Bon, je pense que ce sera possible, bien sûr. Votre première question, c'était sur... Un moment privilégié avec les téléspectateurs. Ah oui, les moments privilégiés avec les téléspectateurs. Alors, je vais vous dire, c'est une bonne question parce que finalement, c'est un échange. Je leur apporte... C'est ça, c'est vraiment un échange. C'est-à-dire, un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment vous faites pour parler à une caméra ? Et je m'étais jamais posé la question. Et pour moi, je vois même pas la caméra. C'est de leur dire, bon, vous êtes en Bretagne, écoutez, je suis désolée, mais demain, voilà, il y a une perturbation qui arrive. C'est un échange. Et ça, je pense qu'ils le ressentent vraiment. Et c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs quand je les rencontre dans la rue ou comme ça. Ils me disent, on ressent cet échange. On a besoin de ça aussi. Et c'est surtout, c'est ça qui est vraiment important. Je leur apporte sans doute quelque chose, une information, mais ils m'apportent beaucoup en retour. Et ça, c'est formidable parce que je le vois aussi dans la rue parce que dans la rue, ils vont pas me dire dites-moi quel temps je vais avoir dans 1 mois, dans 2 mois ou 3 mois. Donc c'est ça, c'est cet échange aussi. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à peut-être une météo où il n'y aurait pas de présentateur et qui serait juste les cartes que l'on vous met à l'antenne et tout. Et le contact que l'on a. Moi, quelqu'un un jour m'a dit vous savez, il faisait un froid de canard, et dans la rue, il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, chez nous, vous n'avez pas froid parce que la télé est à côté du radiateur. Alors, je lui dis, c'est peut-être pas la meilleure place pour une télé, mais c'est très sympa. Pourquoi vous avez choisi ce travail ? Pourquoi j'ai choisi ce travail ? D'abord parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'étais passionnée par le journalisme et ce que je fais, c'est vraiment du journalisme puisque le secteur météo fait partie vraiment de la rédaction de TF1. Donc, j'ai choisi ce travail qui m'a aussi choisi, il faut dire, parce que c'était pas de choisir soi-même, c'est aussi que l'on accepte, parce que justement, une opportunité s'était présentée, ce que je vous disais tout à l'heure quand Michel Cardoz est parti, et que j'étais passionnée par l'information, qu'à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait même pas de femmes qui présentaient les journaux. Moi, quand j'ai commencé, ça a commencé avec Anne Sinclair, Christine O'Krent. Là, on a commencé. Et moi, je vois maintenant, quand on est en conférence de rédaction, il y a autant, sinon plus, de femmes à la rédaction qui ont des postes importants. Sur les sites de guerre, moi je pense à Liseron Boudoul chez nous, qu'on en voit souvent, avec même souvent une cadreuse, une caméra woman, une cadreuse, une femme qui porte la caméra. Ce sont des équipes entièrement féminines. Voilà. Et ça, c'est aussi le fait de choisir ce métier. Alors moi, je ne vais pas forcément sur le terrain, mais c'est de choisir ce métier par rapport à une passion, et notamment le journalisme. Et la météo, c'est de l'info. Et de plus en plus, d'ailleurs, avec le changement climatique. Peut-être une dernière question, sachant qu'on a commencé un peu en retard, on a prolongé un petit peu. Mais voilà, une petite dernière question, une ou deux. Bonjour. Comment vous faites s'il y a un problème technique ? Pardon ? S'il y a un problème technique, j'imagine ? Oui, c'est ça. Ouais. S'il y a un problème technique, comment on fait ? Alors, très bonne question, parce qu'il y a 2 cas de figure. Vous êtes en direct. Alors là, c'est une autre histoire. Ça m'est arrivé dernièrement, d'ailleurs, parce que, justement, comme on est sur un fond vert, c'est un mélange d'images. Donc, si il y a une caméra qui me filme, si je suis hors du champ de la caméra, on ne voit que les cartes. Et donc, c'est un mélange de la caméra qui me filme et je suis sur les cartes, mais justement, je ne vois pas. Et dernièrement, il m'est arrivé, en direct,
au moment du direct, on me dit on a un problème avec le fond vert, on ne peut pas incruster, on a un problème. On y va. C'était 10 secondes avant l'antenne. Donc je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et je vois qu'à l'antenne, il n'y avait que les cartes. Donc, parce que j'avais des récepteurs, ce qu'on appelle des moniteurs. Et donc j'ai commencé, bon, mesdames et messieurs, bonjour, voilà, vous voyez votre météo, vous voyez le temps que vous allez avoir, etc. Et puis tout d'un coup, paf, je suis revenue à l'antenne. Alors j'ai fait, coucou, me revoilou. et puis voilà, donc ça c'est une façon aussi de gérer les problèmes techniques. Bon, alors quand vous avez un problème technique et que vous enregistrez, on attend et puis on le règle ou on arrête et puis on recommence. Mais c'est surtout le direct. Et je dois dire que moi j'adore le direct. Heureusement qu'on a encore des météos en direct. Et une fois, ça m'est arrivé aussi où juste avant l'antenne, tous les récepteurs moniteurs, parce que je vois ce qui se passe à l'antenne, mais le moniteur, c'est ce qui se passe sur le plateau uniquement. Et au moment de l'antenne, taf, tous les postes moniteurs au noir. Bon, et donc j'entends le générique. Et je ne savais pas du tout si j'étais à l'antenne ou pas, parce que j'avais pas de récepteur. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. J'avais un récepteur très loin. Plus je suis myope, donc j'avais beaucoup de mal à le voir. Et donc j'avais que mes récepteurs à moi sur le côté qui me renvoyaient, mais je ne savais pas du tout si j'étais à l'antenne. Et j'ai fait le bulletin comme si de rien n'était. Et après on m'a dit heureusement que tu l'as fait parce que tu étais vraiment à l'antenne. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne Delia. Merci infiniment. Je pense qu'on peut vous l'applaudir. Merci à vous tous. Merci. Et puis, j'étais très heureuse d'être parmi vous. Et il y aura peut-être des vocations, ou côté météorologue, prévisionniste, ou côté de la télévision et pour présenter la météo. Merci beaucoup. Et bonne continuation.